Aujourd'hui, aux belles rencontres de Marie-Lou Brousseau, je reçois ce cher Raoul Duguay. Il est auteur, compositeur, interprète, philosophe, écologiste et j'en passe. Bon, évidemment, c'est une personne que j'aime et que j'admire. Pourquoi? Parce qu'il va en profondeur et jamais à la surface des choses. Et aujourd'hui, on va parler de l'être humain entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Bonjour Raoul, Bonjour Marie-Lou. comment vas-tu? Ben, les molécules me flottent, mais sont un peu molles. Oui, je me disais, ça se peut presque pas qu'ils me demandent pas comment vont tes molécules, Marie-Lou, mais je pense que les tiennes flottent énormément parce que là, tu as l'air de patriarche. Vraiment, c'est la coupe COVID. C'est la coupe COVID, effectivement. Hey, ça fait 50 ans que je n'ai pas laissé pousser ma barbe. Alors, bon, tout ça parce que comme on ne voit personne, on Hmm. pense que personne ne voit, ce que, pourquoi se raser? Tu sais, on se rase pour être beau, là, pour le monde. Eh ben, mais Annie, ma blonde, elle n'est pas d'accord avec ça parce qu'elle en voit tous les jours. Je vois tous les Mais elle me trouve pas pire avec ma barbe. jours. Ben écoute, t'es beau comme un cœur de toute façon, comme toujours. Puis je trouve que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas donné un rendez-vous là, pour, comme tu dis, méditer ensemble, ou comme dirait une de mes invitées, Suzanne Boisvert, pour jazzer ensemble. Alors dis-moi, comment tu vas, Raoul? Parce que je sais que la dernière fois, je ne sais pas si tu vas en parler, mais la dernière fois que je t'ai parlé, tu avais des petits problèmes de santé. Est-ce que ça s'est résorbé? Oh, ben, regarde, j'ai plus que 81 ans. Bon, c'est normal. J'ai des petites choses à surveiller, dont ma prostate. Mais je suis pas original, là. Tout homme de mon âge doit surveiller ces choses-là. C'est pas grave encore, là. Quoique je devais avoir une petite opération pour nettoyer le tuyau, comme on dit. Mais écoute, Euh, ça va bien. Ce sur quoi ça m'apporte à réfléchir, la COVID, c'est sur la perte de, des sens, particulièrement du toucher. Et on se rend compte combien c'est pas naturel de ne pas embrasser ses amis, ses enfants, ses petits-enfants, cette distanciation-là me fait réfléchir justement c'est pourquoi je t'ai donné le thème de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ça nous fait réfléchir à notre finitude en tant qu'être humain. Nous sommes des êtres finis. Pourtant, sur le plan de notre conscience, nous avons une perception de l'infini. Moi, ce qui oriente ma pensée actuellement, je dirais, c'est parce que je suis à l'âge de la synthèse. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Hmm. Euh, et je me dis que je me rends compte que dans les peut-être 30-35 dernières années, les deux mots-clés qui ont dirigé ma pensée et même mes actions sur le plan autant esthétique que philosophique, c'est l'infini et l'éternel. Qu'est-ce qu'il y a d'infini et qu'est-ce qu'il y a d'éternel? C'est une méditation sur le temps et l'espace. On se rend compte, entre autres avec la COVID, que le temps n'est plus le même qu'avant. Parce que les gens qui allaient travailler n'étaient plus ensemble et whoop, là, et, les parents avec les enfants et toute la famille qui était dans le même lieu 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ça change la dynamique des relations. Hmm. Pour le bien, on espère bien, mais ça peut être difficile parce que une personne va se révéler telle qu'elle est. Et puis, bon, on voit que le facteur psychologique est jumelé au facteur physique, ici d'une manière directe. Euh, mais tout ça pour dire que quand on réfléchit sur le temps qu'on passe avec les personnes qu'on aime, euh, combien c'est précieux le partage.
qui donne un sens à la vie, en réalité, qui donne un sens à la vie tout court, mais à la vie sociale, à la vie Mm. familiale. Euh, mais je me rends compte aussi qu'on a un besoin de s'approcher de la nature. Euh, Ce rapport avec la nature et l'infini. Moi, en tant que poète, c'est ce qui me fascine le plus. Ma première vision en tant que poète, ça a été quand j'avais 9 ans et que mon grand-père m'amenait dans sa chaloupe à la pêche aux anguilles. Et qu'il me disait, Raoul, pogne l'anguille, puis je n'étais pas capable de la pogner parce qu'elle glissait jusqu'à ce qu'il me dise, voici comment on prend une anguille. Et j'étais là dans la chaloupe et je regardais le soleil se coucher sur la mer. Puis Mm. je disais à mon grand-père, grand-papa, est-ce que la mer, elle va avaler le soleil? Et Mm. là, mon grand-père partait à rire et dit, ben, ça a tout l'air. Quand on le verra plus, c'est parce qu'elle va l'avoir avalé. Mais tu vois, Et puis, moi, je croyais ça dur comme fer, moi. mm. Ensuite, je me suis rendu compte qu'à l'orphelinat, quand j'étais dans la solitude pour tout être humain, pour beaucoup de gens, c'est difficile. Puis dans le temps de la COVID, il y a aussi ce sentiment-là qu'on ressent d'être séparé des autres, d'être seul. Et on réfléchit plus à sa finitude dans ce temps-là. Mais j'étais à l'orphelinat parce que quand mon père est mort, ma mère, elle avait 11 enfants, puis elle en a envoyé 5 à l'orphelinat parce qu'on était tous trop petits, tu sais. Mm. Par contre, ma première vision, et je ne l'ai jamais oublié, regarde, j'ai 81 ans, à 9 ans, j'ai eu cette vision-là, en regardant le fleuve Saint-Laurent, le coucher du soleil sur le fleuve Saint-Laurent, ça m'émerveillait et ça me mettait en sécurité et ça me connectait sur l'infini. Je me rends compte que depuis 9 ans, je suis toujours connecté sur le plus grand. Pourquoi? Surtout quand je ressens ma petitesse, ma solitude, ma finitude. Et j'ai compris une chose en regardant le pont. Et je me suis rendu compte que à quoi a servi ma vie? Elle a servi à jeter des ponts entre le rêve et la réalité, entre ce monde et un autre monde, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça à quoi elle a servi. Mais la vision première, c'est que quand on regarde les deux rives du fleuve Saint-Laurent, il y en a qui sont sur une rive et qui disent c'est moi qui ai raison, et l'autre rive a dit non, c'est moi. Mais ce que dit le fleuve, c'est arrêtez donc de vous chicaner puisque je vous abreuve tous les deux. Et Mm. c'est ce concept d'unité-là qui a modelé ma pensée pendant toute ma vie. Je suis un unificateur, je suis un jetteur de ponts. Pourquoi? Parce que je pense que la douleur, la souffrance, elle vient du sentiment d'être séparé. Notre seul problème qu'on a, c'est d'être séparé Mm. de l'un. Ah oui. Appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez, là, mais on est séparé de l'un et on ne vit que dans le multiple, ce qui nous divise d'avec nous-mêmes. Donc, rechercher l'infini, c'est donné à tout le monde. Là. On n'a pas besoin d'avoir fait un cours de philosophie pour ça. N'importe qui se place devant un ciel étoilé est émerveillé par l'infini des étoiles, dont nous sommes tous des poussières d'ailleurs. Nous sommes tous des étoiles et parfois on oublie de rayonner. Et parfois on se déguise en trou noir. On se résorbe complètement. Donc, toutes les méditations que je fais actuellement sur le temps, dont une citation de Platon, la meilleure définition que j'ai connue du temps, écoute ça. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. On a pour un bout à réfléchir là-dessus. Oui. Et
Un autre vers qui m'a marqué quand j'étais aux études, et j'ai fait une thèse de philosophie là-dessus, c'est un seul vers. J'ai écrit 200 pages sur ce vers d'Éluard, le dur désir de durer. Le désir de durer. Tout le monde a ça en dedans, un sentiment de qu'est-ce qu'il y a d'éternel en soi? Qu'est-ce que l'éternité? Est-ce que ça existe? Si tu vas sur le bord de la science, là, en philosophie, on dit que le temps et l'espace sont les a priori de la connaissance. Tu ne peux pas ne pas être à quelque part à un moment donné. Hein? C'est impossible. Bon. Mais quand tu penses, essaie de penser ça, là. Moi, à chaque fois que je fais ça, je viens complètement étourdi. 10 exposants moins 44, ce qu'on appelle le mur de Planck. Si on veut, la science, elle mesure. Okay? On peut connaître la réalité via la science, mais on peut la connaître, qui, elle, travaille avec 4 dimensions. Mais moi, en tant que poète, je travaille avec la 5e dimension, avec une vision qui transcende le temps et l'espace. Mais quand on voit le nombre de zéros qu'il y a, 10 exposants moins 44 secondes, es-tu capable d'imaginer ça? C'est au-delà. Ça fait sauter la raison. Et pourtant, la science peut mesurer jusque-là. Et l'univers, la plus petite particule, c'est 10 exposants moins 35 zéros mètres. On peut même pas essayer d'avoir une image de ça. Sauf avec l'imaginaire, si on l'imagine. Tu sais. Mais essayer de voir l'infini, là, en dedans. Je t'écoute parler, Raoul, puis écoute, il me vient vraiment une question, là. C'est toi qui vas me dire que mes molécules flottent, là. Mais il me vient vraiment une question franchement étrange, mais qui m'interpelle moi aussi depuis un certain temps. Puis je pense que c'est à peu près ça, seulement toi qui peux me répondre à ça. Est-ce que le passé a un commencement? Ou si on est toujours dans une continuité sans fin? Parce que, tu sais, on parle du Big Bang, on parle que l'univers, les multivers ont surgi du Big Bang, mais en même temps, je me dis, du néant peut-il sortir quelque chose? Alors, je me demande si on est dans une continuité ou si on est dans un éternel recommencement ou commencement. Est-ce que le passé a un commencement, finalement? Tu poses une question fondamentale, là, Marilou. Hmm. Vraiment une question qui rend les scientifiques plus ou moins. Perplexe? Il y a des théories qui s'affrontent. Euh, Ma perception à moi du rapport entre le passé, le présent et le futur, c'est la réponse à qu'est-ce qui est éternel. C'est la conscience en réalité. Seule la conscience perçoit ça. Est-ce que l'arbre, est-ce que le chat, mon chat, l'arbre, est-ce que les fleurs que je regarde savent c'est quoi l'éternité? Est-ce qu'elles le sentent? Ou bien elles sentent combien fragile est leur vie et combien éphémère nous sommes. Nous sommes éphémères. Regarde, écoute, j'ai 81. Je me dis, mettons que je suis chanceux. En principe, moi, je devrais vivre jusqu'à 80, 99 ans et 3 tiers là, avant de prendre ma retraite. Là, tu sais. Mais peut-être que ça ne marchera pas de même. Alors, quand, quand je me mets à réfléchir à ça, je me dis, il y a une contradiction. Je reviens à Shakespeare qui disait être ou ne pas être, parce que ta question est fondamentalement métaphysique. Tu poses une question fondamentale là. Il n'y a pas de réponse simple et définitive, parce que c'est la quête de la vérité, c'est la quête. Puis la vérité, pour moi, c'est une montagne. Il y a des marches. Il y en a qui sont à la 3e, il y en a qui sont à la 30e, il y en a qui sont à la 3 millième, et il n'y en a pas de fin. S'il Il y a une y a juste. vérité, s'il y a une C'est vérité. ça. On avance vers la vérité. Plus on est authentique, plus on y arrive. Tu sais. Mais
Regarde, la dualité. Si Shakespeare revenait, là, to be or not to be, il ne pourrait pas dire ça avec ce que la science nous apprend. Parce qu'on n'oublie pas qu'en 20 ans, toutes les sciences, ce qu'on appelle les sciences dures, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, et bon, pour finir avec la neurobiologie, et l'anthropologie et l'histoire, on en a appris plus en 20 ans qu'en 5000 ans d'existence de l'humanité. C'est quand même incroyable. Tu sais. Alors, c'est que j'allais dire, oui, to be, on ne pourrait pas dire to be or not to be, il faudra dire to be and not to be. Nous sommes et nous ne sommes pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, je suis de ce monde comme n'y étant pas. Et ça, c'est la définition du poète. Un poète, c'est ça. Le poète, il est dans ce monde, puis en même temps, il n'y est pas. Les gens ils disent, ah, les poètes, ils ont la tête dans les nuages. Okay? Quand on pense au premier philosophe, le premier, c'est Thalès de Milet, qui s'en allait faire une promenade sous les étoiles et qui était complètement subjugué par la beauté de ce qu'il voyait. Et puis, il ne regardait pas la terre, mais il est tombé dans un puits. Et puis, il était avec sa servante a parti à rire. Mais elle dit, comment ça, un gars aussi brillant que toi, il n'a même pas vu le tout. Mais pourquoi? Parce que c'est plus important de regarder en haut qu'en bas. Parce que si tu regardes en haut, quand tu reviens en bas, tu as une image du monde qui est la beauté. Moi, c'est la beauté qui me nourrit. Moi, c'est la beauté de la musique, des œuvres d'art, la beauté du sourire d'un enfant, du rire de personne. C'est la beauté d'une relation. C'est la beauté qui va sauver le monde. Puis c'est ma job, moi, de faire ça, de la beauté. Mais je travaille tout le temps pour unifier ce qu'on a divisé. Parce qu'on a un gros problème. L'humanité, actuellement, il y a une question. Entre la matière et l'esprit, où en sommes-nous? Si tu regardes l'évolution des sciences, ils sont rendus à nous dire, avec la théorie du transhumanisme, que, comme le disait Yuval Harari, Homo sapiens est né en créant des dieux dans le temps des Grecs. Et même avant, on créait des dieux. Et nous, qui sommes les créateurs d'une machine, pourrons probablement être les créations de nos créatures. C'est-à-dire que sur le plan de la biologie, actuellement, associée aux connaissances qu'on a du numérique, donc de la physique quantique, parce qu'on n'oublie pas qu'en une seconde, un ordinateur quantique fait ce qu'il prendrait 10 000 ans au petit ordinateur par lequel on se parle pour faire. C'est incroyable. Et ça, c'est là qu'est toute la différence dans la perception de la réalité. Nous sommes des êtres duels. Nous sommes vie et mort, constamment passant de l'un à l'autre, chaque jour. Parfois, ça dure plus longtemps, mais si c'est trop longtemps dans la barre, quelqu'un n'est vraiment pas heureux. Tu sais. Comment faire pour naviguer du côté de la rive où la vie est belle et comment faire pour sortir de la rive où la vie est malheur et souffrance? Alors, c'est pourquoi toute l'anthropologie et la psychologie nous dit que le fondement même d'Homo sapiens, c'est son désir d'avoir du plaisir en tenant compte toujours que le plaisir est au corps, ce que le bonheur est au cœur et ce que la joie est à l'esprit. Et ça, c'est ces trois niveaux-là. Moi, je suis plus en haut là, actuellement. Mon corps, bon, oui, ça va, mais disons que j'en ai perdu ce bord-là. Je ne veux pas me plaindre, là. Pour le cœur, le bonheur, bon, ça va, on peut interpréter tout ça, mais c'est la joie de l'esprit qui fait que
je ne suis pas arrêtable, que la vie a un sens. Parce que sans cesse, je veux apprendre. Le jour où je ne voudrais plus rien savoir, puis regarde n'importe qui, là, il ne veut rien savoir. C'est une personne qui est morte. Einstein, il disait, qui ne peut plus s'émerveiller est en train de mourir. J'y crois fermement. J'y crois sur le plan de la vie quotidienne. Alors, juste pour finir mon histoire de cette dualité. En physique quantique, et on ne peut pas ne pas tenir compte de la physique quantique, qui, en 2050, puis elle gouverne déjà le monde, mais en 2050, là, moi, je ne serai pas là, puis toi non plus, probablement. Mais c'est les cyborgs. C'est les cyborgs qui vont régner. Et ce qui va arriver, puis ce qui est prédit par les anthropologues et les historiens, c'est que la plus grande partie des êtres humains vont être totalement inutiles parce qu'ils vont être remplacés par la machine qui va faire beaucoup mieux qu'eux tous les travaux qu'ils font. Tu sais. Alors, la finitude de l'être humain, j'y pense, puis je dis, ah bon, je ne serai pas là pour voir ça, mais ça a tout l'air que c'est la prédiction de tous ceux qui voient loin, parce qu'il faut voir loin pour bien comprendre comment voir aujourd'hui. Regarde, on n'avait pas ça avant, là, sur le plan climatique. Regarde, on a là, des canicules, ça n'arrête plus. Le réchauffement climatique, là, sauf Trump, le tarlat, je m'excuse, là, mais pour moi, là, ce gars-là, je ne comprends pas comment un être humain de cette trempe, trompe le monde autant par ses actions. Et c'est une honte pour l'humanité de considérer ça. Qu'en plus, l'autre gars là, du Brésil, l'autre président qui vient d'avoir la COVID, il va peut-être sur le. Puis en plus de ça, il dit que c'est pas trop grave, que ça va bien, parce qu'il prend un petit remède. On lui souhaite pas. Mais je te dis que, tu sais, quand tu tiens pas compte, tu sais, des gens ici qui se promènent avec des pancartes pour dire c'est pas vrai la COVID. Ben oui, mais il y a 6700 morts ou 7500. Ah non, c'est pas vrai. Ben ça a provoqué ça. Est-ce que c'est plus ou moins que le cancer? Ça, je ne sais pas, parce qu'on est tous dans les chiffres. Le monde n'est qu'un paquet de nombres. Moi, je vis dans un paquet de lettres. Et quand j'ai commencé j'avais 3 ans, puis ma mère, quand je mangeais ma soupe à l'alphabet, ma mère, elle me disait, Raoul, mange ta soupe à l'alphabet si tu veux devenir un poète. Ça a marché, hein? Ça a marché, Raoul. Ça a marché. Je comprends, j'ai fait mes études en phonétique. Écoute, Et Raoul, puis, il y a une autre question qui me harcèle peut-être quasiment, parce que des fois je me demande, bon, tu parlais de dualité tout à l'heure, c'est un thème qui me touche énormément, mais en même temps, je me demande dans quelle mesure on n'est pas dans le songe, dans un rêve, et j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à se sortir de là. C'est comme si on travaille toujours le scénario du rêve pour qu'il nous convienne, là, mais au lieu de sortir de notre rêve, de nos illusions. Et j'ai l'impression qu'au lieu d'aller vers la partie plus divine de notre vie, j'ai l'impression que l'humanité s'en va vers l'obscurcissement. Et c'est une espèce de alternance continuelle depuis probablement depuis le début de l'humanité. C'est comme si il y aura, on parle de dualité, et je me demandais s'il y aura un jour la possibilité d'une unification sur la planète ou dans notre songe, dans notre rêve. autre très bonne question, très bonne remarque, bien sûr. Mais la réponse pour moi, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite que tu peux faire cette union-là. Mm. Il faut choisir. Il faut choisir des gestes, des fréquentations, autant abstraites, j'entends par là des lectures, des musiques, des œuvres, des personnes qui représentent le bien-être, autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Euh, et ceci en dehors de toute forme de religion. Tu sais que je ne suis pas un adepte des Mhm. religions. Et Mm. je ne veux pas revenir là-dessus. Euh, par contre, je pense que c'est un choix.
Puis notre illusion fondamentale, c'est de croire qu'on est libre, c'est de croire qu'on jouit d'une liberté, alors qu'on est un peu des objets manipulés par un système qui a une tête en argent, bien sûr, et qui se fout complètement des individus et qui traite les individus comme des objets. Notre difficulté, c'est de manifester notre présence en ce monde en tant que sujet, en tant que... Et c'est difficile de signifier sa présence sur ce bord-là. Des fois, ça peut avoir l'air prétentieux. Mais cette division-là, c'est curieux, moi, mais quand j'étudie la physique quantique et que l'on me dit que quand on a inventé le numérique, on a découvert les bits. Hein? Les bits gouvernent le monde, la planète au complet. Regarde, 100 bits, là, on ne se parlera même pas. Tout fonctionne avec des bits. 0 et 1. Voilà tout ce qu'est la mesure de ce monde. On fonctionne avec des chiffres, avec des nombres. Mais dans la physique quantique, c'est une autre affaire. On assiste à ce qu'on appelle l'intrication, si tu veux, l'entrelacement, l'interconnexion entre tout ce qui est et la superposition de l'être et du non-être. Il y a les deux. Il y a les deux. Notre souffrance vient du fait qu'on peut difficilement passer de l'un à l'autre et ou alors accepter la part de nous qui est du non-être. Mon non-être peut être l'être au bout d'un autre. Je dis, moi, je suis tarlat dans certaines affaires, donc je suis un non-être dans ça. Je ne connais rien, je ne sais pas. Par contre, l'autre personne, elle l'a tout. Tu comprends? Notre rôle, c'est de dire, tout ce que j'ai de bon, je te le donne, puis fais la même chose avec moi, puis comme ça, on va être tous les deux beaucoup plus grands et beaucoup plus unis et beaucoup plus capables de transcender notre petitesse. Notre petitesse, c'est, on est des êtres mortels. On va tous crever, on va tous mourir. Que reste-t-il? Qu'est-ce qui va rester de Raoul Duguay quand je parle? Là? Bon, peut-être que toi, tu vas en parler, tu vas dire, hey, Raoul, je viens parler, je l'ai connu, ce gars-là, et puis il disait des belles affaires et tout. Mais il disait des belles sans affaires. toi, je n'existerais pas. Sans toi et sans les autres, je n'existerais plus. Comment ça se fait qu'on parle de Platon? Comment ça se fait qu'on parle de personnes qui sont mortes il y a 5000 ans? Tu comprends? C'est incroyable. L'immortalité, elle transcende le temps. Elle transcende le temps et l'espace. Elle transcende les 0 et les 1. Mais ça, c'est notre capacité d'entrer dans la 5e dimension. Le temps, OK, les 4 dimensions, hauteur, profondeur, largeur et l'espace-temps. Einstein a réuni le temps et l'espace. Il a dit, tu ne peux pas séparer l'un de l'autre, c'est impossible. Et moi, quand je réfléchis à l'univers, je n'oublie jamais que la première force, elle est pourtant la plus petite, mais elle est la plus grande des forces qui gouvernent l'univers, c'est l'attraction universelle de la gravitation. Par définition, l'univers a commencé par un point mathématique, ce qu'on appelle le Big Bang, qui n'était pas d'ailleurs, il n'y avait aucun bruit, c'était pas une symphonie qui est sortie de là, totalement dans le silence que ça s'est fait. Mais c'est l'expansion qui est importante. Et c'est la même chose dans la vie d'un être humain. Comment, à partir du petit enfant, et puis je regarde nos petits-enfants, je les vois grandir. J'ai des leçons de vie incroyables. Hey, la semaine passée, tu n'étais pas capable d'écrire B, parce qu'il mettait à l'envers, il écrivait un D au lieu d'un B. Mais écoute, c'est tout un travail là, pour lui, là, parce que la courbe, elle est à droite ou à gauche, puis entre les deux, il y a une barre. Mais l'enfant, là, avant qu'il ait intégré ça, là, puis lui, il ne sait pas que le A est né
de la tête d'un bœuf. Mais il y a de ça 3000 ans, avec la naissance de la civilisation et l'agriculture. L'agriculture est le fondement de la culture. Oui. Ça a commencé comment? On est passé d'un monde sédentaire, pardon, nomade, pardon, oui, Oui. nomade. On se promenait, seulement par petits groupes. Mais ce qu'on appelle une communauté, c'est un rassemblement de 150 personnes. Imagine-toi, la première fois dans l'humanité que 150 personnes étaient à la même place et bougeaient ensemble tout le temps. Mm. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on puisse accepter les différences. Notre problème, là, tout quand on parle de racisme et tout, il faut aller à la rencontre de ces ressemblances pour être heureux, bien sûr. Et il faut transcender ces différences. Alors, et au contraire, les accepter. C'est pas juste dire les tolérer. C'est pas bon, ça. Il faut les, il faut applaudir à la différence. Mais arrêtez d'avoir peur que l'autre était non pas comme moi, toi. Puis là, t'as peur. Parce qu'il y a juste l'amour et la peur qui gouvernent le monde. C'est les deux forces qui gouvernent le monde. Alors, ceux qui utilisent la peur, ça peut être la pauvreté, là. Oups, je pense que je t'ai perdu, mon Je veux bel dire, ami. on va te. Est-ce que tu es là? Allô, allô, allô? Je pense qu'il y a eu un coup de tonnerre, hein? Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va reprendre. Alors voilà, il n'y a plus d'électricité chez mon ami Raoul, le beau patriarche, comme vous avez pu le constater. Dans son beau patelin, il y a le tonnerre, il y a, bon, c'est la mélodie de fond, c'est les éclairs également. Donc, je vais quand même vous présenter ce qu'on a, la petite entrevue qu'on vient d'avoir. Peu de questions, beaucoup de réponses, mais toujours un plaisir divin d'entendre et d'écouter ce cher Raoul. Je vous dis donc à la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue, probablement, si Dieu le veut, si surtout les intempéries et la nature le veut. Et sinon, on se reparle dans 2 semaines avec mon ami Patrick Bernard. Au plaisir.